Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici ce matin. De la rivière Saint-Maurice, je vous invite à me suivre jusqu'à la rivière Batiscan. Alors, je vais vous présenter la façon que je vais procéder. On va y aller des 4 points que je vais présenter. Ma terre. Ma terre, la menace, le projet, les retombées et les retombées d'avenir. Alors, d'abord, la rivière Batiscan, ça signifie, c'est un nom algonquin qui signifie brume claire, vapeur légère. On appelle aussi, on dit que c'est un chef algonquin. Alors, dans tous les cas, on sait que ce matin, quand je me suis levée à 5 heures, c'est ça qu'il y avait encore sur ma rivière. Le territoire, c'est une rivière qui mesure 188 km de long, qui traverse 4 MRC, 2 régions administratives, 3 partis politiques, 2 chambres de commerce, 3 commissions scolaires. En fait, c'est une rivière qui est à la limite géopolitique de plusieurs MRC, mais qui est au cœur de tous les citoyens, de tous les riverains. C'est un secteur aussi qui est ancestral. C'est notre premier lien de communication, la rivière. C'est le berceau de notre culture locale. C'est un secteur qui est riche d'histoire, qui a au moins 350 ans. Et c'est par là qu'on a découvert, jusqu'à sa source, le lac Édouard. C'est un endroit qui était privilégié. C'est une pourvoirie réputée où on recevait Roosevelt, Churchill qui venaient à la chasse, à la pêche. C'était un VIP Club qui est encore en opération aujourd'hui et qui reçoit des Français qui prennent le train via rail et qui montent jusqu'à sa source à Lac-Édouard, au nord-est de la Tuque. Vous me suivez toujours, on remonte la rivière jusqu'à sa source. Dans sa partie nord, il y a les pourvoiries, il y a le Lac-Édouard, mais dans sa partie sud, on a une agriculture locale, souvent de certification biologique, avec une architecture riche, un patrimoine architectural riche, et on en fait des sentiers de visite des belles d'autrefois, notamment dans la municipalité de Batiscan, qui a été reconnue un des plus beaux villages du Québec parmi les 30 qui ont été recensés. C'est quoi qu'on va avoir de l'air, nous autres, en tant que société, dans 10 ans, dans 15 ans, si on a scrappé ce qu'on avait de plus beau? On va avoir là tous des imbéciles, puis le monde va se dire « Vous avez fait ça, vous êtes pire que du temps du Duplessis, vous êtes pire que au temps des premiers colons. » Puis là, on dit « Wow, faut développer, faut transformer. » Bien sûr, développer, ça veut dire pas bloquer nos rivières pour envoyer l'argent à Québec. Ça veut dire faire des jobs ici. Est-ce que ça crée des jobs? Non. Est-ce que c'est bon pour le milieu? Est-ce que ça rapporte beaucoup d'argent? Non. Est-ce que ça améliore l'environnement? Non. Est-ce que ça va aider à développer le tourisme? Non. Est-ce que ça fait faire de l'argent à des promoteurs? Oui. Puis, c'est à force de fouiller puis trouver, il m'a dit, au fil de l'eau, qu'un mur de béton d'une 20aine de pieds, puis après ça, un lac qui va noyer 3 chutes, puis qui fait une bédaine dans la rivière. Puis, tu sais, les petits sentiers, sont troqués pour laisser passer les camions pour construire la shop à électricité, là. Ça change un portrait, ça, là. L'onde de choc. Dans cette tranquillité-là des 13 petits villages, les gens se sont opposés à des constructions des microcentrales à 3 endroits différents sur la rivière, dont un dans le parc de la rivière Batiscan. Donc, les villages autour des rivières, de Sainte-Geneviève, Saint-Stanislas, Saint-Narcisse, Saint-Adelphe, les Chutes du 2, qui avaient aussi un projet, les Chutes du 8 à Notre-Dame de Montauban, 3 organisations citoyennes se sont mobilisées pour s'opposer à la construction des microcentrales sur la rivière. Dans ces années-là, il y a à peu près 15 ans, les villages de 1000 habitants étaient divisés.
quand on veut faire un projet de barrage comme ça, il y a des divisions qui s'installent dans les villages. Fait qu'à 1000 habitants, c'est divisé. À l'épicerie, c'est pas trop jasant. Ton cousin, lui, il veut le barrage. Ton voisin, il veut le barrage parce que ça va rapporter de l'argent. Puis là, ben, il y en a qui pensent que c'est pas ça qui va apporter de l'argent. Il y en a qui pensent plutôt que c'est du pillage local et non pas du développement régional. Alors, tout de suite est arrivé les collaborations. Ça a pris quelqu'un pour s'opposer, puis après ça, se mobiliser, puis après ça, ça s'est collaboré ensemble de façon naturelle. Les artistes sont arrivés. Claude Léveillé est arrivé. Il est venu chanter. Les Brian Perrault, Paul Piché, Fabiola Toupin, Manu, tout le monde venait chanter pour nous, faire ramasser des campagnes de levée de fonds pour ramasser de l'argent, pour payer un avocat, parce que là, il faut faire attention dans tout ça. Là. Quand on s'oppose à quelque chose, là, on ne va pas à la guerre tout seul, il faut être bien chaussé. Et pour ça, ben, les collaborateurs se sont installés. Des ingénieurs sont venus nous guider, nous aider. On a informé la population. Et les 3 têtes d'affiche dont plusieurs connaissent Anne-Marie Lafontaine, des Amis de la Vatican, c'est elle qui avait la tête sur la bûche et c'est elle qui était obligée d'aller au micro pour défendre la position citoyenne. Donc, il y a eu des menaces, il y a eu des pneus crevés sur les stationnements, il y a eu des enregistrements à notre insu pour quand il y a des informations dans les municipalités, à la salle municipale pour parler de développement régional. Alors, aller au micro pour dire, nous autres, on veut pas de ça, ça prend beaucoup de courage. S'opposer, c'est fatigant. Et alors là, on s'est réunis après ces luttes et on s'est donné des outils pour, mais qu'est-ce qu'on propose? Alors, de l'opposition est arrivé des solutions. Mais on avait déjà des acteurs qui avaient déjà réfléchi avant nous à quoi ils s'opposaient. En Italie. Je vous amène faire un saut en Italie. C'est l'endroit où, en Italie, McDonald's est arrivé pour s'installer et les gens se sont opposés parce que ça brisait tout un territoire et ils ont dit non au fast-food. McDonald's représentait le fast-food, l'industrialisation de l'alimentation homogène, partout pareil sur la planète. Eux autres, ils ont dit, nous avons des agriculteurs, nous faisons les meilleurs vins, les meilleurs fromages, nous, on développe notre territoire, on garde ce que nous avons d'historique, ce que nous avons de précieux. Ça, là, c'est l'endroit où devait se bâtir McDonald's. Ça donne-tu une idée? Nous, nos cathédrales, c'est nos rivières, nos chutes. C'est ça, nous, notre pièce maîtresse. Alors, eux, McDonald's s'installait là. Carlo Petrini, c'était lui le fondateur de Slow Food. Nous, on a dit non au fast-food. Ils ont travaillé ensemble à s'opposer à ça. Ils se sont mobilisés. Puis là, ils ont dit, on va partir Slow Food. On va reconnaître le travail des producteurs locaux. On va partout sur la planète. Ça s'est multiplié. Alors, il était 2, 10, 100. On est rendu 100 000 dans 154 pays sur 5 continents. Là, on est rendu à 165 pays sur 5 continents. Un convivium, c'est une petite unité de travail qui vient du mot convivial, de vivre avec. Alors, la stratégie de développement de Slow Food, c'est par ces conviviums. Le convivium Slow Food Vallée de la Vatican, il est représentatif de son territoire et on fait partie de ce vaste réseau international. Parce que chaque fois qu'on achète une livre de bar, qu'on achète un aliment, que ce soit dans une épicerie, marché fermier ou autre, bien, on décide où notre dollar qui sert de développement économique va aller. Donc, en achetant des produits locaux, on aide les régions. Si on s'y met vraiment, si on regarde vraiment nos cours arrière, on regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'on va s'inspirer. Ce que le réseau Slow Food nous aide à faire en étant un réseau, on a accès à des ressources extraordinaires. On peut se créer pas juste une identité, mais on peut la renforcer aussi et on peut agir à avoir des actions plus durables dans notre alimentation et finalement, bien, changer le monde par notre assiette. Pour moi, c'est
La convivialité, oui, mais ça veut dire rencontrer de nouvelles personnes. Ça veut dire apprendre constamment. C'est par l'échange, c'est par on est tous sur le même pied d'égalité. Quand on donne sur un même pied d'égalité, comme quand on va à Terra Madre, on est tous là ensemble pour essayer de régler des problèmes. Bien, faisons-le, puis peu importe ce qu'on nous donne, ça nous revient tellement plus par la suite. Ça, c'est pour les gens de Montréal, c'est Bobby Grégoire, le président de Slow Food Montréal. Alors, l'Italie, pour nous, ça a été le fer de lance de briser les liens entre nous, des gens qui s'opposaient à des constructions de microcentrales. Et on est allé présenter, Carole Moisan et moi, en Italie, un projet d'augmentation de biodiversité dans la vallée de la Batiscan. Et quand on est revenu, on a rencontré le monde, on dit, ça vous tente-tu? On travaille tout le monde ensemble à un projet. Slow Food Vallée de la Batiscan est né. Il y a une petite anecdote. Moi, je suis du ministère de l'Agriculture. En Italie, on me dit, « Hey, tu viens du Canada, il reste juste 200 vaches canadiennes dans le monde. C'est en voie d'extinction. Qu'est-ce que vous faites? » Mais là, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Je suis du ministère de l'Agriculture. Puis en plus, le plus gros producteur de race patrimoniale au Québec est en Mauricie, en Saint-Paulin. Monsieur Auclair. Là, j'appelle à Montréal, je dis, mais c'est quoi ça? Comment ça qu'il reste 200 vaches canadiennes? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est Françoise Keller qui me répond. Françoise Keller, c'est une critique gastronomique réputée, celle qui a parti Slow Food au Canada. Alors, Françoise Keller a dit oui, on est en perte de biodiversité. L'ONU nous l'a reproché. Nous ne faisons rien. Bien, j'ai dit, Françoise, je vais vous chercher à l'autobus, on va rencontrer M. Auclair. On a travaillé à sauvegarder les races patrimoniales du Québec, la vache canadienne, la poule Chanteclair et le cheval canadien. Ce que je veux vous dire par cette idée-là, pourquoi sauvegarder des races patrimoniales? Pourquoi parrainer une vache, une génisse, un petit veau? Pourquoi on a besoin de ça? C'est que ces animaux-là, en plus d'avoir développé le Québec, nous avoir nourris, nous avoir aidés, il y a eu une sélection naturelle qui s'est faite au fil des années pour passer au travail du climat rigoureux du Canada. La vache canadienne, elle a une qualité fromagère unique. Alors, avec les vaches qui étaient menacées de disparaître à cause de la maladie de la vache folle, les vaches ne pouvaient plus vivre de leur lait. Les producteurs étaient résolus à faire abattre tous les troupeaux. Donc, avec Françoise Keller, on a parti un programme de parrainage de vaches canadiennes. Les gens de Slow Food ont collaboré tout le monde ensemble. On a ramassé ce que ça coûte pour hiverner les vaches qui étaient menacées de passer par l'abattoir. Aujourd'hui, nous avons remis un chèque de 6 000 $ aux producteurs pour pouvoir soigner les animaux. Et au printemps, on a été invités à venir voir tous les petits veaux qui étaient tous devant les vaches et toutes les étables se sont remplies. Devant ce succès-là, le ministère de l'Agriculture a vu l'impact citoyen sur les races patrimoniales du Canada. Ils ont dit, on va vous aider, on va subventionner la Fédération des races patrimoniales du Québec. Vous allez avoir votre directeur et vous allez pouvoir repartir la génétique. Ça, on peut s'applaudir ça. Une anecdote à ça, j'ai été invitée comme conférencière dans la région des Dégelées sur la souveraineté alimentaire. Et il y a une centaine de personnes qui étaient là. Et il y a 2 agriculteurs qui sont levés debout et ont dit, nous avons votre petite génisse qui a fait maintenant 4 veaux, il a rendu une vache. Elle s'appelle Ruth Becky. C'était celle que j'avais parrainée. On a fait des projets. Je vais vous présenter l'ACFAS. C'est un moment clé qui était arrivé à Trois-Rivières en 2007 où des chercheurs ont débarqué et on dit on a fait un projet ensemble. Alors, ces chercheurs sont venus et sont revenus et on a développé un plan d'action sur 7 ans. On a des retombées, des projets pédagogiques. Je vais vous en présenter un ici.
Cette fois, ce sont des élèves de niveau secondaire qui viennent apprendre ce qu'est le chanvre. C'est qu'on peut marcher directement dedans? Oh oui, il n'y a pas de problème. On n'en brisera pas beaucoup. On va le récupérer après. Dans la vallée de la Batiscan, le paysage agricole était fait de cette matière-là. Ils venaient cultiver le chanvre pour faire des câbles à bateau, des voilures et qui ramenaient en Europe. Des chercheurs... Les jeunes auront à construire un pavillon en chanvre sur le terrain de leur école, à Saint-Tite. Un projet qui les occupera jusqu'à l'été prochain. C'est des anciennes méthodes. Car le chanvre permet aussi de construire des maisons, comme celle-ci, qui sert de bureau à Joanne Germain. Avec la chaux, puis avec de la brique pilée et avec de l'argile, qui fait qu'on monte ça dans des bacs et on empile ça dans des formes. Je sais pas si tu as déjà fait faire du béton ou Bon, ben c'est des formes. Ben, on remplit ça de chanvre. Comme Daniel Véraud en Gaspésie, Joanne Germain croit que le chanvre peut aider à dynamiser sa région, la vallée de la rivière Batiscan, en Mauricie. Mais elle vise plutôt un développement communautaire, dans l'esprit du mouvement Slow Food, qui cherche à rapprocher les agriculteurs des consommateurs. Quand on travaille avec des chercheurs, des producteurs, des professeurs dans le tourisme, en agriculture, en alimentation, c'est des nouvelles collaborations qui créent des nouvelles connaissances. Par exemple, si on est sur le bord des chutes Manitou chez nous avec un ingénieur en électricité, quand il regarde la chute, il voit le nombre de mégawattheures qui peut sortir de tout ça. Quand on est avec un artiste, il va les peindre, il va les photographier. Quand on est avec un professeur, un chercheur en environnement, il va dire qu'ici se dégagent des ions négatifs qui fait qu'il équilibre notre champ magnétique et qui fait qu'on est bien. Ça, c'est toutes des connaissances qui s'ajoutent et qui nous enrichissent et qui nous motivent. Alors, travailler avec des personnes ou faire des liens qu'auparavant, avec des personnes que l'on ne connaissait pas, crée des nouvelles compétences. Par exemple, le Cégep de Trois-Rivières. En technique de diététique, au mois de mars, partout au Québec, c'est le mois de la nutrition. Mais au mois de mars, on ne cultive plus rien. On est loin de l'agriculture quand on parle de nutrition. Et pourtant, il faut faire le lien de la fourche à la fourchette. Alors, on a créé un projet qui est devenu un programme. Présentement, les étudiants du Cégep de Trois-Rivières viennent cueillir. On a mis 10 producteurs ensemble, 10 professeurs et une cohorte de 200 étudiants qui ont appris à manger local, qui ont appris à cueillir l'aliment. Là, ils ont appris à cueillir l'édamame, et cet édamame-là, c'est un soya vert qui est destiné au marché japonais. C'est une ferme à Saint-Stanislas, la ferme Martel et Filles, et avec les étudiants du Cégep de Trois-Rivières en technique de diététique, eux autres, ils ont appris qu'est-ce que c'est l'édamame. Et suite à cette mise en valeur de ce produit-là, Martel et Filles en fait une activité de cueillette maintenant. C'est la première ferme au Canada où on peut aller cueillir nous-mêmes notre édamame. Et ça, ben, sachez que c'est une agriculture de certification biologique à Saint-Stanislas. La période de cueillette, elle est courte, elle dure 1 semaine. Alors, il s'est créé des collaborations avec les étudiants. Ils ont appris les légumes, racines, ils ont appris pour être en santé, il y a une santé économique aussi. Alors, c'est des nouvelles collaborations qui sont installées. Il y a plusieurs projets qui sont établis dans la rivière en éducation relative à l'environnement, les projets reliés à notre milieu de vie. On a créé aussi un travail important qui a été fait en développement touristique. Notre organisation, on a travaillé à ces projets-là avec 21 stagiaires qui proviennent de 8 universités dans le monde. Et c'est avec ces projets-là, ces stagiaires-là, ces bénévoles-là, qu'on a pu développer des projets de recherche. Et ces projets de recherche-là, pour évaluer le potentiel de développement économique de notre territoire, est maintenant complété.
Avec ces études-là, on est à développer tout l'aspect touristique comme nouveau levier économique. Alors, de sa source à son embouchure, la rivière Batiscan va être développée cet été. Cet été, c'est le premier sentier patrimonial du pays de la Batiscan qui se développe. Alors, on est un groupe de marcheurs qui, en fait, on fait 188 km de rivière. Une partie en train, une partie en canot, une partie à pied. Ça dure 7 jours. C'est du 7 au 14 août. Ben moi, je vous invite à venir joindre cette marche-là. On va passer dans le secteur de Batiscan, de Sainte-Geneviève de Batiscan. En fait, il y a une fête qu'ils font à la Quai-Édouard pour notre départ. Puis quand on va coucher dans le parc de la rivière Batiscan, vers le sud, là, entre Sainte-Geneviève et Batiscan, on va arriver à Batiscan vers 5-6 heures. Il y a un vin d'accueil, puis nous dit ce qu'on souhaite, là. Je vous invite à nous suivre. Si vous voulez venir en canot, on va suivre. Nous autres, on va être à pied. Si donc ils veulent suivre, venez chanter avec nous. On développe le premier circuit patrimonial au Québec. C'est le pays de la Batiscan. Alors, tous les entrepreneurs, ensemble, des 4 MRC, ensemble, ont créé et innove en créant le premier site web du pays de la Batiscan. Ce projet-là est présentement en cours. Fait que vous allez pouvoir nous suivre sur le site du pays de la Batiscan. Toutes ces collaborations-là, ces projets-là, nous amènent à une chose très importante, qui est, quand on a un projet, s'opposer à quelque chose, ça nous prend beaucoup d'énergie. C'est difficile. On n'a pas de plaisir. Mais quand on développe ensemble, ça nous donne de l'énergie. Là, on a du plaisir à découvrir et à être ensemble. Et c'est ça qui fait que d'une opposition doit arriver des solutions. Et ces solutions-là, ces projets-là, nous font grandir. Puis ça ne peut pas se faire seul. Il faut être ensemble. Les outardes ne pourraient pas traverser un si grand territoire si elles étaient seules. Celle qui est en avant, elle sait jusqu'à s'en va. Les autres, ils l'encouragent, ils l'aident. Quand elle est fatiguée, elle change de position, elle s'en va plus loin dans l'aile, et l'autre prend le devant, et l'autre continue à l'encourager. C'est ce qui fait qu'ensemble, elles peuvent traverser de grands territoires. C'est ce qui fait qu'ensemble, qu'on peut faire de grands projets, beaucoup plus grands que nous. C'est cette énergie-là, cet espoir-là, qui fait qu'on est animé, qu'on est créatif, qu'on se sent concerné par notre milieu de vie, par le plaisir d'être ensemble. Puis moi, je crois ici que le terreau est fertile parce que je suis avec un milieu de gens créatifs qui sont dans un monde alternatif, de voir la vie autrement, à 360 degrés, au lieu d'une approche linéaire. Donc, moi, je vous invite à réfléchir à cette idée de créer un Slow Food Mauricie, beaucoup plus grand. La Batiscan a fait ses projets, on est arrivé à nos conclusions, on est satisfait, on est content, on se connaît maintenant, on a un grand réseau international, local. Maintenant, on veut ouvrir à toute la Mauricie. Puis je pense que le terreau, il est fertile. On a assez de gastronomes pour avoir un passeport ici international avec Slow Food. Alors, je vous remercie de votre bonne attention.